Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Monter un projet, mon entreprise sociale et solidaire à l'école en classe. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir aujourd'hui avec tous les participants. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont aidé à la préparation et l'organisation de ce webinaire, les nombreux partenaires et les PEP qui nous proposent l'outil aujourd'hui. Et plus particulièrement, je vous remercie à vous tous d'être là pour ce webinaire. Je vais vous rappeler quelques petites consignes de départ. Donc, les micros et les caméras sont fermés pour le bon déroulé du webinaire. Vous avez la possibilité de communiquer avec l'outil chat qui est à votre disposition. Donc, en bas de l'écran, vous avez un petit onglet qui vous permet d'écrire des messages et nous allons pouvoir les lire et répondre à vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'il y aura un envoi de questionnaire de satisfaction à la fin du webinaire, étant donné que c'est la première fois qu'on prépare un webinaire Mon ESS à l'école. Au programme aujourd'hui, nous allons vous faire un petit rappel sur ce que c'est que l'ESS, bien que nous ne rentrerons pas dans les détails parce que ce n'est pas l'objet du webinaire. Ensuite, nous vous présenterons donc l'ESPER et le réseau des CRES qui ont travaillé à l'élaboration du webinaire et le dispositif Mon ESS à l'école. Nous vous présenterons également les liens entre l'ESS et les programmes scolaires au niveau du lycée, l'accompagnement par l'ESPER et par les CRES, et vous aurez surtout de nombreux témoignages d'enseignants qui sont déjà engagés. Donc l'ESS, de quoi s'agit-il? L'ESS, c'est un mode d'entreprendre et de développement économique qui est adapté à tous les domaines de l'activité humaine, qui repose sur plusieurs principes. Donc, la finalité doit être d'intérêt général ou collectif, qui repose également sur le principe de lucrativité limitée. Les bénéfices doivent être au service du projet et sont réinvestis dans le projet et n'ont pas vocation à enrichir personnellement une personne. L'ESS repose également sur la gestion et la gouvernance démocratique, ce qui signifie que toute personne a une voix, indépendamment de son investissement en moyens humains ou en financement. Enfin, l'économie sociale et solidaire regroupe toutes les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations, ainsi que les sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire qui reposent sur les principes cités précédemment. Toutes ces personnes et structures reposent sur un socle de valeurs communes telles que la démocratie, l'égalité, la laïcité, la lutte contre les injustices et les inégalités et la responsabilité de chacun. Je vais maintenant passer la parole à David Navarro qui va vous illustrer à travers son projet comment mettre en place ces valeurs et ces principes en classe. Bonjour, voilà, je m'appelle David Navarro, je travaille dans un collège de Châteauroux dans l'Indre, un collège qui se trouve en partie dans un territoire politique de la ville. Et donc, je co-anime avec une collègue professeure des écoles, donc une coopérative depuis bientôt 3-4 ans. Donc, on est parti du constat que beaucoup d'élèves décrochaient dans le collège, comme malheureusement dans trop d'établissements. Et donc, on a essayé de rendre l'enfant acteur de sa scolarité. Et sur quoi est basée notre coopérative? Eh bien, sur un projet social, solidaire, écologique. On récupère des vêtements, chaussures, des DVD, et puis on les revend à des prix très faibles dans une épicerie sociale du quartier. Alors, qui sont les participants? Eh bien, cette année, nous avions des élèves, 7 élèves décrocheurs qui font partie d'un système qui s'appelle un SAS, système d'accrochage scolaire. La particularité, c'est qu'on associe ces élèves à d'autres élèves, notamment des élèves d'une unité externe d'enseignement détachée d'une IME et 2 élèves de la classe 8 du collège. On a des partenaires, donc on travaille avec le conseil de grand quartier dans lequel se situe le collège, une association qui gère donc l'épicerie sociale et solidaire du quartier, le foyer du collège qui nous sert jusqu'à maintenant de banque, puisqu'on n'a pas encore créé notre junior association,
Et puis, Réseau Éducation sans frontières, à qui de temps en temps, donc on donne des vêtements pour les jeunes migrants qui arrivent à Châteauroux. Alors, sur quoi, ouais, j'en ai un petit peu parlé déjà. Donc, l'objectif qu'on peut voir sur la troisième diapositive, c'est que donc, nos élèves sont décrocheurs et on veut les rendre acteurs de leur scolarité. Leur rendre confiance en eux, connaître l'environnement du quartier, et puis se lier aussi avec les autres enfants donc, qui souffrent d'handicap, qui sont dans donc, l'unité externe qui se trouve, une IME qui se trouve au collège et une ULIS. Et le mélange de ces enfants est très, très bénéfique car chaque groupe apporte à l'autre ses connaissances, sa gestion. Et donc, puis ça permet une intégration de tous les enfants dans le collège. Donc, on peut voir donc, par la suite que, donc plus précisément, la diapositive suivante, que les élèves ont fabriquent et récupèrent des objets via des affiches qu'ils réalisent eux-mêmes, récupèrent essentiellement auprès des parents d'élèves, mais aussi des enseignants, ou fabriquent des objets, notamment à base de pâte Fimo. Donc, ça permet pour eux de rentrer, puisque c'est eux qui sont acteurs, hein, c'est eux qui font les affiches, c'est eux qui contactent via les affiches les parents et les enseignants, c'est eux qui ont demandé la fabrication d'objets en pâte Fimo, c'est eux qui choisissent les objets. Puisque bon, on respecte le principe de la coopérative, hein, c'est eux qui se réunissent et qui décident de ce qu'ils vont faire ou pas. Et donc là, à gauche, vous pouvez voir donc, deux des participants et puis les objets qui sont en vente. Et puis à droite, bon, avec une collègue, les objets qu'ils ont réalisés. Alors, on peut voir par la suite que donc on a aussi des vêtements, voilà, des vêtements et des chaussures. Ce sont les élèves qui fixent les prix. Et comme ils savent pertinemment qu'on travaille donc dans un quartier assez défavorisé, les élèves donc, fixent des prix qui permettent à tout le monde de pouvoir acheter les produits et ont conscience de l'effet solidarité. Hein. On ne donne pas, on partage. Et puis, les personnes qui achètent sont très contentes d'aider les enfants. On peut voir par la suite donc, où on intervient. Donc, on intervient, enfin, pardon, c'est les outils. Les outils, donc, c'est eux qui les ont fabriqués. Donc, on peut voir une caisse qu'ils ont réalisée eux-mêmes. Ils font eux-mêmes la comptabilité, puisque la coopérative nous permet de travailler beaucoup de compétences qui sont dans le socle du collège. Donc, la comptabilité. On a des enfants qui sont souvent très réfractaires vis-à-vis des mathématiques. Donc, avec des exemples très concrets, on leur fait réaliser des additions, soustractions, divisions. C'est eux qui, vous voyez à droite, ont réalisé un petit livre de compte. Donc, cette année, on n'avait pas d'élèves qui avaient une appétence particulière pour l'informatique. Sinon, on fait ça aussi sur Excel. Et donc, puis au centre, vous voyez, c'est eux qui fixent les prix, les horaires. Donc, ils ont nommé leur entreprise la Little Shop Beaulieu, nom de l'établissement et du quartier. Et donc, à partir de ces outils, eh bien, on travaille, comme je disais, une grande partie des compétences qui sont au collège, puisque c'est eux qui écrivent, ceux qui envoient des mails, ceux qui réalisent des affiches, qui font la comptabilité. Enfin, il faut un peu de tout. Donc, sur les images suivantes, on peut voir que, eh bien, on intervient grâce à l'appui du conseil de grand quartier dans toutes les grandes réunions, tous les grands événements réalisés par le grand quartier. Donc, à gauche, vous avez la brocante. Ça fait 2 ans qu'on fait la brocante. Alors, cette année, malheureusement, avec le confinement, on n'a pas pu y participer. Ça permet donc d'avoir un lien avec le public. Nous, on est là uniquement en responsabilité, mais c'est eux qui installent, qui communiquent, qui discutent avec les gens, qui négocient les prix éventuellement. Donc à droite, c'était la fête du quartier. Et donc l'image d'après, la dernière image, on voit qu'on intervient aussi donc dans l'épicerie sociale et solidaire. Et moi, je ne vous ai pas mis d'image, mais les élèves, donc une fois par mois, et une fois par mois aussi dans le collège. Dans le collège, donc on nous prête une salle, et dans cette salle, eh bien, les enfants vendent aux autres enfants du collège. Donc, avec cet argent, bien, les enfants ont décidé de redistribuer l'argent, une grande partie de l'argent donc, à Réseau Éducation sans frontières, et puis à cette épicerie sociale et solidaire qui nous accueille bien gentiment, donc le mercredi, une fois par mois.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, David, pour cette présentation. Moi, j'aurais une petite question pour vous. Quel conseil est-ce que vous souhaiteriez donner à un enseignant qui voudrait se lancer dans un tel projet? Eh bien, s'éviter peut-être du tâtonnement et de passer par vous. Parce que c'est vrai que nous, on a beaucoup tâtonné. On est passé par, avant de créer la coopérative, on est passé par une structure qui existait, qui s'appelait Entreprendre pour apprendre, EPA, qui est une entreprise qui est vraiment de type managérial et qui n'a pas du tout convenu aux enfants, ni à nous d'ailleurs, parce que c'était l'entreprise classique avec recrutement, licenciement, avec une hiérarchie, le patron, etc. Donc, nous, on avait cette idée en tête depuis un moment avec les collègues, mais on ne savait pas trop comment faire. Et puis, donc, on a tâtonné avec EPA et puis on s'est rendu compte que ça ne convenait pas du tout et on ne savait pas que vous existiez. Et donc, moi, je conseille aux collègues de passer par vous. Et puis donc, de travailler avec les collègues de l'établissement parce que les élèves qui sont dans la SAS, donc le système d'accrochage scolaire, se réunissent tous les vendredis après-midi, 2 heures. On a aussi en parallèle, je n'ai pas parlé, la même chose, mais pour un jardin biologique qu'on a mis en place. Donc, les collègues acceptent que les enfants soient extraits des cours. Donc, ensuite, on se débrouille pour rattraper. Et puis, faire confiance aux enfants. C'est des enfants qui sont réfractaires au système scolaire classique, mais qui s'avèrent être pleins de ressources et qui, moi, c'est le bénéfice avec les collègues qu'on en tire, c'est qu'ils sont vraiment formidables. On se rend compte qu'ils ont un potentiel énorme. Je les ai souvent en classe moi-même et c'est des enfants complètement différents que j'ai dans la coopérative. Voilà. Merci, David. On a plusieurs questions. Est-ce que les élèves qui participent au projet sont volontaires? Et est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu sur comment est né le projet, s'il vous plaît? Oui, alors les élèves sont volontaires. Parfois, on leur propose, mais généralement, on a des enfants qui refusent. On a des familles aussi parce que, donc on propose aux enfants, mais aux familles évidemment. Et on a des familles qui refusent. On a des enfants qui refusent aussi. Mais généralement, quand on leur propose, ils sont d'accord. On a même des enfants qui font des candidatures spontanées, qui viennent. Donc, on a limité le nombre à 7 pour les enfants collège, parce qu'ensuite, il y a des élèves de l'ULIS et il y a des élèves de l'unité externalisée d'enseignement de l'IME qui se trouve dans une commune voisine. Et donc, on ne peut pas accueillir énormément, en fait, tous les enfants qui le souhaiteraient parce que, après, c'est un problème de gestion de temps et d'espace. Mais généralement, oui, les enfants sont volontaires. Alors, comment est-ce que c'est né? L'idée est très ancienne parce qu'en 2008, avec quelques collègues, on s'est rendu compte qu'on avait de gros soucis et qu'on ne savait pas quoi faire avec des enfants décrocheurs. Et on a tâtonné pendant de nombreuses années en créant la SAS. On a tout fait. On a fait des devoirs, enfin, des choses qui ne fonctionnaient pas. Et puis, on a eu l'idée de créer un jardin. Et on s'est rendu compte que les enfants adhéraient pas mal. Et on est passé du jardin à la coopérative. Le jardin existe toujours, hein, parce que des enfants ne témoignaient pas une grande envie de travailler dans le jardin. Et on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire. Certains étaient motivés par la vente. Donc, voilà, on a discuté avec ces enfants-là. Et voilà, on a décidé de créer une coopérative de vente d'objets. Et puis, donc, nous on voulait que ça soit. Le critère, c'était pour le jardin développement durable et pour la coopérative, pareil. C'est pour ça qu'on s'est fourvoyé pendant une année dans Entreprendre pour apprendre, qui ne nous a pas du tout convenu. Donc, je retire mon conseil. Si vous voulez vous lancer là-dedans, il faut passer par expert. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci. Merci pour ce témoignage qui donne une première idée aux enseignants qui sont parmi nous de comment monter un projet Mon ESS à l'école. Donc, je vais revenir un petit peu sur la présentation de l'ESPER que vous avez évoquée dans votre présentation. Donc, je suis Caroline Ferguson, coordinatrice nationale de Mon ESS à l'école et je travaille à l'ESPER.
L'ESPER, c'est une association qui regroupe 44 organisations de l'économie sociale et solidaire qui agissent toutes dans le champ de l'éducation et qui sont réunies autour de la promotion des valeurs et des pratiques de l'économie sociale et solidaire. On fonctionne avec une animation régionale qui est réalisée par 28 correspondants bénévoles qui proviennent des organisations membres telles que la MGN, la MAIF, la CASDEN, l'OCCE, la Ligue de l'enseignement, etc. Cette animation régionale est calquée sur les anciennes régions administratives qui correspondent à peu près aux académies. Donc, vous avez un correspondant, l'ESPER, dans chaque académie de France métropolitaine et outre-mer. On fonctionne avec des accords cadres nationaux qui ont été signés par l'ESPER avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui viennent affirmer et réaffirmer la volonté et l'importance d'éduquer à et par l'économie sociale et solidaire en milieu scolaire. Je vais passer la parole à Émilie pour présenter les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Bonjour, donc je m'appelle Émilie Beignet, je travaille en tant que chargée de mission éducation à la CRES Bretagne. Donc la CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il y a une CRES par région en France. Et donc en 2 mots, les missions des CRES, ça va être donc en région, au niveau régional, d'assurer la représentation des intérêts de l'ESS, d'appuyer le développement des entreprises de l'ESS, mais aussi de contribuer à la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, c'est vraiment dans ce cadre-là, la promotion de l'ESS, que s'inscrit notre action de sensibilisation des publics scolaires et donc notre partenariat avec l'ESPER. Sur ce sujet de la sensibilisation à l'ESS, à noter qu'il y a un chargé de mission dédié dans chaque CRES qui peut donc être votre interlocuteur sur vos projets et actions d'éducation à l'ESS. Et puis, sur mon ESS à l'école en tant que tel, 5 CRES ont signé une convention de partenariat avec l'ESPER pour animer localement le dispositif. Donc, c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Île-de-France, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, ce qui explique que dans ces régions-là, vous allez avoir affaire soit aux chargés de mission sensibilisation de la CRES, soit à l'ESPER, parce qu'on travaille conjointement sur le sujet. Et d'ailleurs, je précise tout de même que le partenariat entre les CRES et l'ESPER va au-delà de ces 5 régions, bien sûr, et de ce dispositif. Il concerne l'ensemble du champ d'action de l'éducation à et par l'ESS. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Je vais donc maintenant vous présenter le dispositif Mon entreprise sociale et solidaire à l'école. Donc, c'était un dispositif gratuit qui consiste en la création en classe d'entreprises de l'ESS. Les élèves et enseignants vont mener ensemble un projet collectif, citoyen, entrepreneurial, d'utilité sociale dans les établissements scolaires. Ce dispositif est à l'initiative de l'ESPER et du CN2E, est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de la Transition écologique et solidaire et repose sur l'investissement de tout le collectif et des nombreux partenaires de l'ESPER qui sont tous des structures de l'économie sociale et solidaire et qui viennent assurer qu'on puisse mettre en place ce dispositif en région. Les ambitions éducatives du dispositif sont de promouvoir l'économie sociale et solidaire, ses valeurs et méthodes par l'action collective, de découvrir la diversité du monde professionnel et économique et social, de valoriser l'esprit d'initiative et l'engagement citoyen et de renforcer une dynamique de classe et d'établissement. Mon ESS à l'école, c'est surtout un projet collectif qui est en classe avec donc, les collégiens, les lycéens, les étudiants en MFR et les étudiants en BTS. Un projet peut démarrer tout au long de l'année
sur un trimestre ou même plusieurs années. Certains projets fonctionnent maintenant depuis 4 ans. C'est une pédagogie active puisque les projets sont portés par les élèves et les enseignants sont là pour animer, accompagner et faciliter les projets, et adaptable puisque la taille des groupes peut varier et le nombre d'heures consacrées au projet peut varier également. L'ESPER propose, avec l'aide des CRES, un accompagnement gratuit et des outils en libre accès. À travers un projet Mon ESS à l'école, les élèves découvrent par la rencontre et l'expérimentation en collectif des espaces d'engagement, leur territoire, des entreprises durables, des lieux de stage, la diversité du monde économique et des alternatives près de chez eux. Ils s'approprient ainsi et vivent les pratiques et les principes citoyens que sont la solidarité, la démocratie et la lucrativité limitée. Pour cela, il y a plusieurs cadres de réalisation des projets Mon ESS à l'école. Que vous soyez enseignant de quelque matière que ce soit, vous pouvez monter un projet dans le cadre des cours. J'ai cité quelques exemples tels que l'EMC, l'option management-gestion ou dans le cadre des chefs-d'œuvre. Mais toutes les disciplines sont représentées dans les projets Mon ESS à l'école. Vous pouvez également les monter dans le cadre des parcours Avenir citoyen, éducation à la santé ou dans le cadre des projets. Les projets d'établissement, les projets du CDI, du FSE, de la MDL. Mais les projets peuvent également être montés en dehors des cours, sur la pause de midi par exemple, ou dans le cadre de clubs. Les projets Mon ESS à l'école peuvent toucher toutes les thématiques qui sont en lien avec l'économie sociale et solidaire. Donc, que vous ayez envie de parler de lien social et intergénérationnel, de lutte contre les exclusions et les discriminations, d'écologie, d'alimentation, de citoyenneté ou d'orientation, vous pouvez monter un projet Mon ESS à l'école avec vos élèves. J'insiste sur un petit point, c'est que nous avons parlé du rôle d'acteur des élèves dans le cadre des projets et ça commence dès le choix de la thématique. Plus les élèves seront investis au départ dans les choix, plus ils investiront dans la réalisation du projet. Ensuite, je vous ai dit que mon entreprise sociale et solidaire à l'école, c'était la création d'une entreprise. Et pour ça, vous pouvez vous inspirer de tous les types de structures représentées dans l'ESS, donc que ce soit les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations ou les autres entreprises de l'ESS. L'ESPER a réalisé un livret pédagogique qui regroupe tout un tas d'outils et qui se compose en 9 étapes du montage et de la gestion de projet. Donc, le livret pédagogique est disponible en version PDF en ligne et vous donne la frise des différentes étapes et des outils d'animation pour chaque étape du projet sur lequel on pourra bien sûr vous appuyer et mes collègues présenteront tout à l'heure l'accompagnement proposé par l'ESPER et les CRES. Une question qui est souvent posée pour monter et gérer un projet Mon ESS à l'école, c'est la gestion de l'argent. Comment fait-on pour gérer l'argent des projets Mon ESS à l'école? On a plusieurs réponses à vous apporter là-dessus. Vous pouvez soit vous rapprocher de la MDL ou du FSE ou d'autres associations de l'établissement pour leur demander d'ouvrir une ligne budgétaire spécifique pour le projet. Vous avez la possibilité de créer une coopérative scolaire avec l'OCCE. Vous avez également la possibilité de créer une junior association avec le réseau national des juniors associations, ou alors vous avez la possibilité également de créer une association loi 1901, sauf pour l'Alsace-Moselle, et pour cela, vous faites un dépôt de statut en préfecture pour lequel on peut vous accompagner également. Ensuite, pour financer les projets Mon ESS à l'école, nous avons plusieurs solutions à vous proposer. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'une avance au départ pour les projets et que le dispositif Mon ESS à l'école est entièrement gratuit pour tous les outils, les interventions, la mise en relation et l'accompagnement. Mais dans le cas où un projet nécessiterait un fonds de départ, vous pouvez vous rapprocher des plateformes de financement participatif. On a plusieurs membres de l'ESPER qui en animent, donc tels que la Trousse à Projet ou Ma Belle Tribu.
Vous pouvez également rechercher dans les appels à projets de fondations, tels que les fonds Massif pour l'éducation ou la Fondation Massif. Ou alors, vous avez d'autres sources de financement, telles que les subventions de l'établissement, de la ville, du conseil départemental ou du conseil régional. Enfin, comment peut-on faire pour s'inscrire et se renseigner sur le dispositif Mon ESS à l'école? Tout d'abord, je vous donne rendez-vous sur le site qui regroupe toutes les informations qui sont données aujourd'hui. Vous pouvez ensuite récupérer, télécharger, compléter la fiche d'inscription et nous la renvoyer à l'adresse monesssalécole@lesper.fr, où vous pouvez contacter l'équipe nationale de l'ESPER par téléphone ou par mail. Je vais donc laisser la place à quelques questions qui ont pu être posées sur le dispositif. Donc, on a une question sur les établissements agricoles dont je n'ai pas encore parlé et de partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Donc, nous avons à titre expérimental quelques établissements agricoles qui montent des projets Mon ESS à l'école. Et donc, on est en train de travailler pour tisser des liens plus étroits de partenariat, pour faciliter l'accès aux informations et adapter les outils pour les filières dans les établissements agricoles. Je vais donc passer la parole à Floriane Voyer, qui va vous parler de son projet très inspirant du Club Colibri. Bonjour, j'espère que tout fonctionne et que vous m'entendez bien. Donc, je suis Floriane Voyer, professeure d'histoire-géographie en collège, dans les Côtes-d'Armor, au collège de Camille Claudel à Saint-Quay-Portrieux. Et le projet que je vais vous présenter a été fait en binôme avec ma collègue Caroline Lestrade, qui est documentaliste. Alors nous, ce projet, c'est dans le cadre d'un club que l'on anime le midi une fois par semaine. Et donc ce club a pris le nom de Club Colibri en référence justement à la légende du colibri. Et ce nom, tout comme le projet, en fait, a été choisi suite à une discussion avec des élèves, puisque dans le programme de géographie, en 5e, on a un chapitre sur le changement global et ses effets. Et on avait abordé en fait la question des déchets dans cette discussion. Je leur avais parlé de cette légende du colibri. Et voilà, c'est là où certains élèves se sont dit que finalement, ils pouvaient eux aussi faire quelque chose. Et donc voilà, après j'ai eu tout l'été dernier pour mûrir un petit peu la réflexion sur la création d'un club. Et donc nous sommes arrivés au mois de septembre avec l'affiche que vous avez ici, qui était donc l'affiche de recrutement, entre guillemets. L'objectif pour nous, c'était vraiment d'avoir des profils d'élèves différents. Et donc on s'est retrouvés avec un club de 25 élèves qui aujourd'hui vont de la 6e à la 3e. C'est sur le niveau 5e qu'on a eu le plus d'élèves qui se sont intéressés au projet. Les objectifs, donc ils sont partis de cette discussion avec des élèves, on les a fixés avec ma collègue et puis ils ont été ensuite bien déterminés avec les élèves. Donc on a classé en 3 objectifs. La première chose, c'était de créer un club qui permette de sensibiliser au problème des déchets. Donc, en proposant aux élèves de préparer à la fois des supports de communication pour sensibiliser autour d'eux, que ce soit dans le collège ou en dehors du collège, notamment dans leur milieu familial, auprès de leurs voisins, etc. Le deuxième objectif du club, c'était de créer des objets qui permettent d'adopter un mode de vie zéro déchet. Donc là, on le verra après, on a plusieurs créations qui ont été faites par les élèves. Et dans un troisième temps, justement, c'était de vendre ces objets. Donc c'est là où on sortait du simple club et on passe vraiment à la création
mini-entreprise pour eux, puisqu'ils prévoyaient de pouvoir vendre ces objets, étape qu'ils n'ont pas pu faire cette année à cause du confinement. Mais voilà, ce sera le cas l'an prochain. Du coup, on va voir quelques réalisations concrètes qu'ont pu faire les élèves, donc qui sont faisables au sein du collège. Alors, la première étape, puisqu'ils devenaient une mini-entreprise, c'était de se choisir un nom et un logo. Donc, ils ont choisi le nom Écolibri pour un mélange entre écologie, école, le colibri. Et puis, le logo a été créé donc, par des élèves. Ils nous avaient fait des petits croquis, des petits schémas. Et donc, on a eu ensuite ce logo. Et puis, les toutes premières réalisations ont été des sacs de course en vrac. Donc, ça a été le plus gros investissement que l'on a fait. Ce sont les machines à coudre que l'on voit ici sur la photo, puisque ça a été l'investissement de départ. En fait, nous avons acheté 4 machines à coudre. C'est le FSE du collège qui a financé ces machines à coudre pour permettre le lancement du club. Donc voilà, on voit les premiers sacs qui permettaient de faire les courses en vrac qui ont été réalisés. Puis, ils ont découvert ce que l'on appelle les tawashi. En fait, ce sont des éponges lavables qui sont créées à partir de restes de tissus. Donc là, eh bien, il y a eu toute une collecte auprès d'eux et des autres élèves de chaussettes, de restes de leggings, etc., trop petits, troués, abîmés. Et donc, on les voit ici en train de découper et de créer donc, ces petites éponges qui sont lavables et donc faites uniquement à partir de tissus recyclés. Ensuite, on avait donc des élèves qui étaient sur la partie plus communication cette fois et qui ont réalisé, donc là ici on voit l'exemple de la toute première affiche qu'ils avaient faite dans le collège pour informer les autres élèves de ce qu'ils faisaient. Mais ce groupe communication préparait également le site internet de leur petite entreprise. C'est également ce petit groupe qui se chargeait de rechercher éventuellement des informations, etc. Donc, ils ont vraiment fait le lien entre les différents pôles, finalement, de leur entreprise. Et puis, les dernières réalisations qui ont été ajoutées dans le temps, les élèves ont découvert ce qu'étaient des bivraps. Alors, les bivraps, ce sont des morceaux de tissu qui sont enduits de cire d'abeille, ce qui les rend, du coup, imperméables et qui permettent en fait de remplacer l'aluminium ou le plastique cellophane pour emballer par exemple des aliments. Bon, ça supposait juste de venir avec un fer à repasser pour faire fondre la cire au collège, mais voilà, ça s'est très bien passé. Et puis en bas à gauche, vous voyez une image, leur dernière réalisation, c'était des cotons lavables, donc pour voilà, éviter le coton qui se jette après l'utilisation quotidienne. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon en fait des objets qu'ils ont pu réaliser, de leur mission aussi autour de la communication. Et on a un troisième groupe d'élèves qui était plus sur la partie comptabilité, c'est-à-dire justement calculer quel devait être le prix de vente de ces objets en sachant qu'on voulait qu'ils soient faibles pour que ce soit évidemment accessible à tout le monde et en même temps pour essayer de limiter au maximum les coûts pour le club. Donc voilà, on avait des élèves qui travaillaient sur ce point-là. Du coup, quand on se pose un petit peu en termes de réflexion sur ce qu'étaient à la fois nos ambitions et les bénéfices que cela apportait pour les élèves, c'est vrai qu'au départ, nous, on se disait, bah voilà, on veut faire un petit peu plus pour l'éducation au développement durable que ce que permettent les programmes scolaires. Et surtout, on voulait le faire en rendant les élèves acteurs. Et là, voilà, c'était l'idée d'avoir ce temps en dehors de la classe où ils sont vraiment décideurs. Pour les bénéfices du coup que ça nous a apporté au sein du collège, alors pour les élèves, pour certains, ça a été une vraie prise de conscience de cette question des déchets. Il y a eu beaucoup de discussions avec eux, de recherches. Donc ça, c'est le premier et le plus gros point positif, je trouve.
Mais ça leur a également permis, pour ces 25 élèves, de développer beaucoup d'autres compétences et de les développer davantage finalement que sur un temps de classe, notamment autour de la coopération entre eux, de leur autonomie, de leur prise d'initiative, puisque tout à l'heure, Caroline l'a bien rappelé, en tant que professeur, on n'est pas chef d'entreprise en fait dans une mini-entreprise comme ça, on est vraiment animateur, encadrant finalement pour leur permettre de réaliser ce qu'ils veulent. Et du coup, nous, en termes d'équipe éducative, ça nous a permis d'avoir à la fois une relation différente avec les élèves, puisqu'on est beaucoup plus sur une position d'égalité dans un club comme celui-là. Et en même temps, c'est un projet qui a permis de fédérer les différents niveaux du collège, puisqu'on avait des élèves de la 6e à la 3e. Et finalement, eh bien, en couture, on avait peut-être des élèves de 6e, de 5e qui étaient meilleurs que des élèves plus âgés, qui leur ont montré du coup leur technique. Enfin, voilà, on avait vraiment une coopération entre les niveaux. Et je trouve que c'est très positif à l'intérieur d'un établissement. Ensuite, on a eu quelques temps qui ont pu rythmer ou qui devaient rythmer l'année scolaire dans le déroulé du projet. Donc, toujours dans cette idée de les rendre acteurs, par exemple, on leur avait proposé une mission de Noël, que l'on voit ici, puisqu'ils avaient fait un stock suffisant de tawashi et de sacs pour faire les courses en vrac. En fait, on leur avait demandé de repartir chacun chez eux pendant les vacances avec un sac et une éponge, et puis de revenir avec des photos d'eux en train d'utiliser ces objets. Et finalement, là où c'est très intéressant, c'est que parmi les élèves, mais certains n'avaient jamais utilisé de sac pour faire des courses en vrac, voire même n'étaient jamais rentrés dans un magasin uniquement dédié à ce mode de vente et de consommation. Et donc voilà, c'était la première étape finalement, c'est qu'eux puissent l'expérimenter pour pouvoir ensuite promouvoir ce mode de vie. Donc voilà, cette mission de Noël avait bien marché. Et ensuite, nos élèves préparaient pour la semaine de l'ESS, qui devait donc avoir lieu au mois de mars, donc du 23 au 27 mars, et qui correspondait en fait avec les portes ouvertes du collège. Donc là, c'est pour ça qu'on voit une affiche qu'on avait faite avec eux, où on s'était dit, voilà, notre opération, c'est le 27 mars, ce sont les portes ouvertes. Puisqu'ils devaient du coup présenter à la fois leur mini-entreprise aux élèves, aux futurs élèves du collège qui seraient venus visiter. Ils devaient vendre leurs produits et en même temps, on avait eu le prêt de l'exposition l'ESS Kesako en lien avec la MGEN. Et cette exposition, donc on avait les kakémonos qui devaient être présentés dans le CDI. Voilà, devait leur permettre en fait de montrer que leur groupe, leur club, s'inscrit finalement dans quelque chose de plus large au sein de l'économie sociale et solidaire. Voilà, il nous a manqué ce grand temps pour cette année, ce grand moment, mais voilà, on sait que le projet va se poursuivre l'an prochain et ils seront tout à fait partants pour renouveler l'expérience et du coup aller jusqu'au bout cette fois. Pour terminer, du coup, si je devais donner quelques conseils aux collègues qui souhaiteraient développer ce type d'expérience, de projet, je dirais tout d'abord que c'est important de bien gérer le nombre entre adultes et élèves. Parce que nous, au départ, on a eu énormément d'élèves qui voulaient venir dans le club et on s'est fait un petit peu déborder, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à assurer ce rôle d'encadrant, d'animateur par rapport au nombre d'élèves. Et donc, quelques-uns s'étaient découragés justement parce que la prise d'initiative était peut-être plus difficile pour eux sans un coup de pouce de notre part. Donc, voilà, ce ratio est important à prendre en compte. En deuxième conseil, je dirais que l'inscription justement au dispositif Mon ESS à l'école permet en fait de se placer vraiment dans quelque chose de plus large et de plus global que simplement le projet au sein du collège. Et ça permet en fait d'envisager des partenariats. Donc par exemple, nous, les élèves, ont eu la visite cette année d'un membre de l'ESPER qui est venu voir donc ce qu'il faisait. Et en fait, c'est lui qui leur a apporté cette touche un petit peu théorique de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, alors que
nous, on était rentrés uniquement par le concret, par leur réalisation. Et là, ça leur a fait prendre conscience voilà, qu'ils appartenaient finalement à ce projet d'économie sociale et solidaire. Et ça les avait encore plus boostés, je trouve, dans le fonctionnement de leur petite entreprise. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup, Floriane. Merci beaucoup, Floriane. Vous avez déjà répondu aux quelques questions qu'on a pu avoir dans votre intervention, mais j'en ai une dernière, c'est de savoir si le club est en lien avec les éco-délégués. Et puis ensuite, on passera la parole à Élodie Santenac. Alors en fait, au collège cette année, on n'a pas élu d'éco-délégués, ce qui était un petit peu dommage, mais et finalement, la position de notre chef d'établissement était de dire, est-ce qu'on a besoin d'éco-délégués quand on a un club comme celui-là? Bon, voilà, c'est en discussion de nouveau pour septembre. Merci beaucoup, Floriane. Élodie, on te passe la parole. Oui. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est bon. Vas-y, Élodie. Voilà. Je suis professeure de français au lycée du Couserans dans l'Ariège et je travaille pour partie au sein de la MGN en tant que référente ESS. C'est dans ce cadre-là de la référence ESS au sein de la MGN qu'il m'a été demandé, c'est l'objet de la diapositive suivante, d'établir, si vous voulez, un lien entre les animateurs régionaux de l'économie sociale et solidaire qui travaillent au sein de la MGN et l'éducation nationale et les programmes scolaires en lycée. Donc, ça a été l'objet en fait de ma première enquête, c'est de voir ce qu'il y avait dans les programmes scolaires qui ont été largement renouvelés dans le cadre de la réforme. Vous savez que le lycée a été très, très largement réformé cette année et même, on pourrait dire, refondu dans la forme qu'on lui connaissait, puisqu'il n'y a plus de filière, par exemple. Et donc, j'ai enquêté pour trouver où était l'économie sociale et solidaire. En fait, il faut savoir qu'elle apparaît peu. Le terme de économie sociale et solidaire et donc son enseignement ne figure en classe de seconde que en SES, sciences économiques et sociales, et dans l'un des 12 chapitres. Alors, quand même, ce qu'il faut préciser, c'est qu'avant, les SES étaient optionnels et maintenant font partie du tronc commun. Donc, dans le projet que je vous présenterai tout à l'heure, l'intérêt, en fait, c'est que puisque la SES concerne tous les élèves, on a pu toucher tous les élèves de seconde pour cette sensibilisation-là. Alors qu'auparavant, c'était qu'un champ d'exploration. Je ne sais pas si ces mots évoquent quelque chose. Ensuite, le terme de l'économie sociale et solidaire n'est employé qu'en classe de première en EMC. C'est un enseignement qui est généralement assuré par les professeurs d'histoire et géographie. Donc, dans l'EMC, il y a deux axes. La décomposition du lien social, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est la recomposition du lien social. Et c'est dans cette deuxième partie que dans l'une des 6 rubriques, on trouve apparaître ce lien, ce mot économie sociale et solidaire. Dans le lycée technologique, dans les filières STMG, l'ESS, en fait, elle apparaît comme un modèle d'entreprendre, notamment par le biais des coopératives. Et dans la filière ST2S, quand il est question de l'ESS, c'est davantage sur le principe des valeurs de solidarité. Voilà. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que quand j'entends les collègues là, qui ont témoigné pour le collège, c'est que malheureusement au lycée, on est un peu contraint par ces programmes, notamment depuis la réforme. On a un rythme complètement nouveau, avec des examens, vous savez, très réguliers en première, avec ce qu'on appelle maintenant les E3C, qui rythment l'année de façon assez frénétique, puisqu'on est contraint par ces vagues d'examens beaucoup plus fréquentes qu'auparavant. Mais que, comme tu l'as rappelé, Caroline, il existe une convention qui a été renouvelée avec le nouveau ministère Blanquer, cette convention entre l'ESPER, la MGN et l'Éducation nationale,
qui permet à tous les professeurs désireux de mener et de s'inscrire dans le dispositif Mon ESS à l'école, un cadre légal. Et donc, on est complètement, si vous voulez, dans quelque chose qui est complètement admis par l'institution. Mais ce que je dirais en préambule, c'est que quand même au lycée, il y a la nécessité d'établir un projet transversal avec plusieurs collègues pour qu'ils prennent forme et sens à l'intérieur notamment d'une classe ou d'une équipe éducative. Alors, le premier exemple de projet dont j'aurais envie de vous parler, c'est celui d'être locavore. Être locavore, c'est la diapo précédente. J'en dirai deux mots. C'est un projet en fait que j'avais imaginé pouvoir mener à son terme sur la base d'un article que j'avais trouvé en janvier 2009, un article de Que choisir sur les marques alimentaires, ce qu'elles sont prêtes à vous faire avaler. Et dans cet article, que l'on peut travailler par exemple en français, parce que c'est quand même ma formation initiale et c'est quand même ma discipline, on a désormais la contraction de texte à faire en première pour les classes technologiques. Et c'est un excellent moyen de s'initier à la contraction de texte que de commencer par des articles concrets. Donc, j'en donne les références parce que c'est un article que j'ai fait étudier moi-même en classe et qui fait prendre conscience aux élèves de tout ce qu'ils mangent sans le savoir. C'est de janvier 2019 et c'est le numéro 576. Alors, étant donné que dans les médiathèques, ils gardent quand même les magazines pendant 2 ans, on peut imaginer que vous puissiez mettre la main sur cet excellent article où il y a vraiment les arguments de ces produits ultra transformés et une perspective à la fois économique, une perspective de santé et quasiment chimique, puisqu'ils analysent tous les ingrédients qu'on peut trouver dans les aliments ultra transformés. Il y a aussi une étude sur les grandes firmes multinationales qui est absolument intéressant. Les élèves prennent conscience de ce qu'ils mangent et d'être locavore, on peut s'associer avec l'infirmière, bien sûr avec le professeur de SES. En géographie, il y a quelque chose sur les circuits courts et comme je l'ai dit en français, on peut tout à fait travailler le texte guidé en initiation sur ce type d'article. Ça permet aussi, alors c'est une démarche qu'on a déjà entreprise dans mon établissement pour l'inscrire au projet, d'associer la communauté éducative au sens large. Et par exemple, dans la cantine, dans le self, il y a des éléments, une carte du département et on voit d'où viennent les yaourts et d'où viennent les produits, puisqu'il y a eu cette dynamique qui a été initiée depuis septembre. Voilà, et le projet d'établissement est en cours de réflexion. Le deuxième projet que j'ai mené en tant que référente UASS, c'est justement le projet dont parle en fait Floriane Voyer, sur le projet Kesako. Voilà, c'est la diapo suivante, qui a concerné en fait 5 classes de seconde. Alors, c'est un projet que j'ai mené en tant que référente ESS et non pas en tant que professeur de français. Bien sûr, le pilier de ce projet était le professeur de sciences économiques qui avait toutes ses classes en tronc commun et le professeur documentaliste. Alors, en fait, la démarche est un peu à l'inverse de celle que nous a présentée tout à l'heure Floriane Voyer, puisqu'on est parti du programme de Sciences Éco et on est parti de l'exposition Kesako, que je vais vous présenter ensuite. Et ensuite, on allait s'acheminer au 3e trimestre vers une structure de l'ESS et une promotion d'une structure de l'ESS. Alors, le 1er trimestre, donc, on a fait une visite de cette exposition. L'idée pour nous était de profiter, si vous voulez, de la venue de l'exposition dans notre établissement pour permettre aux élèves de s'entraîner réellement à ce qui les attend. Et ça, c'était l'objectif en fait de notre projet. C'était de s'adosser au programme et d'essayer de leur proposer un cadre pour s'entraîner à l'oral. Puisque vous le savez, en terminale, désormais, il y a ce grand oral
qui compte pour 10% de la note finale dans les séries générales et technologiques. Ce grand oral, si on regarde attentivement les textes, il ne serait préparé en tant que grand oral que pendant 6 semaines, ce qui nous semble un peu périlleux. Et donc, l'idée, c'était de profiter dès la classe de la seconde pour faire un cadre, si vous voulez, d'entraînement pour les mettre dans une présentation orale par petits groupes. Donc, je vais vous présenter l'exposition. C'est dans la diapo suivante. Donc, l'exposition, en fait, elle est composée, donc elle a été mise en œuvre par la MGN en collaboration avec les animateurs régionaux de l'ESS. C'est une exposition, en fait, qui comprend 9 kakémonos qui sont de grande taille et qui peuvent être installés a priori dans un CDI, parce que dans une salle de classe, je n'imagine pas qu'il y en ait la place. Alors, cette exposition est conçue de la façon suivante pour chacun des panneaux. Il y a un nuage de mots, donc, qui est assez simple à lire et qui permet en fait de voir d'un coup d'œil les enjeux de chaque affiche. Par exemple, travailler autrement, mutuel, de cerner un peu par des mots-clés ce qu'est l'ESS. Et chaque panneau comprend un dessin satirique. J'imagine par exemple qu'on peut entrer, et c'est ce qu'a mené le professeur documentaliste lorsqu'il a eu les élèves comme ça sur un temps d'échange un peu informel, de travailler cette exposition par le biais des dessins satiriques, voir ce que les élèves comprenaient ou pas, travailler sur l'implicite et sur le dessin de presse. Donc le Kakémono 2 s'intéresse aux piliers et aux fondements de l'ESS. Donc pareil, il y a un nuage de mots et un dessin satirique. Et vous le voyez sur le panneau numéro 2, il y a un QR code, vous voyez, avec le personnage. Et ces QR codes sont depuis hier actifs, c'est-à-dire qu'ils renvoient vers soit un clip, soit des interviews pour aller plus loin. Alors, ça permet, si vous voulez, de varier l'approche et de s'adapter un petit peu à tous les niveaux, que ce soit le niveau voilà, lycéen dans le cadre d'un cours qui s'adosserait au cours de SES, ou si c'est simplement une visite plus informelle menée par le professeur documentaliste qui peut accueillir un petit nombre d'élèves et essayer aussi de travailler avec les outils numériques. Le clip qui a été mis là, c'est un clip que je vous recommande si vous ne le connaissez pas. C'est le clip qui s'appelle Jeune ESS. Il est sur YouTube et c'est un clip de 2 minutes à peine qui permet de façon ludique aux élèves de bien comprendre ce qu'est l'ESS de façon rapide. Ensuite, les kakémonos 3, 4 et 5, sur les diapositives suivantes, c'est les 3 structures de l'ESS, donc les mutuelles, toujours le même principe. On va retrouver ensuite les associations, la diapo suivante, les coopératives d'abord, voilà, avec l'exemple. Donc l'exemple d'une SCOP, c'était les volcans. Le lien avec le QR code, c'est sur des coopératives avec lesquelles la MGN a été associée au cours du mois de novembre 2019, c'est Scopti. J'ai réalisé une interview alors on ne va pas dire le patron de Scopti parce qu'il n'y en a pas, mais en tout cas d'un des coopérateurs de Scopti qui explique sa démarche. Et Scopti a fait l'objet en fait d'un documentaire de Claude Hirsch qui avait été mis à l'honneur par la MGN en 2019 et qu'on peut encore trouver, les coriaces sans les voraces, en lien avec votre comité de section. Ensuite, la dernière diapo, c'est sur les associations. Donc, au CDI, on avait regroupé ces 3 panneaux ensemble, puisque c'était les 3 formes que pouvait prendre l'ESS. Enfin, il y a 2 panneaux, les suivants, qui fonctionnent ensemble sur l'économie collaborative. Donc là, on a vu souvent et l'économie circulaire. C'est les exemples que vous avez fort bien illustrés, que ce soit dans les épiceries solidaires. Voilà. L'avant-dernier panneau, c'est le financement participatif, le financement solidaire.
Et enfin, le dernier panneau, c'est les ressources et les liens pour s'informer sur l'ESS. Alors, l'intérêt de faire visiter cette exposition par les élèves, c'est qu'elle est relativement importante. Dans un CDI, il y a 9 panneaux et avec des effectifs souvent de 30 élèves, ben, on peut imaginer 4 panneaux en bas, 5 en haut, et on répartit les élèves par demi-groupe. Et ensuite, on avait pour que la visite soit plus, les mobilise davantage, même s'ils savaient qu'ils devaient ensuite présenter sous forme d'oral leur recherche. On s'était appuyé sur un questionnaire. Ce questionnaire figure dans le livret pédagogique, donc c'est la diapo suivante, puisque avec cette exposition Kesako, il existe un livret pédagogique qui est conçu de la façon suivante, donc c'est la diapo sur le sommaire suivante. Pardon, j'ai pas la main, voilà. Donc il y a toute une partie du livret pédagogique sur des petites activités pédagogiques qui peuvent faciliter la prise en main de l'expo. Donc, il y a par exemple un logo quiz où on va trouver des logos justement d'entreprises bien connues des élèves, des marques en fait de sport pour ne pas les nommer, et d'autres logos. C'est une activité qui est assez ludique sous forme de carte. Pour ce qui nous concerne, on avait donné à une classe des questionnaires sur l'exposition. Une classe, un questionnaire, et l'autre avait un quiz. On a testé un petit peu les deux. En fait, le questionnaire mobilise trop l'attention des élèves parce que c'est un questionnaire qui peut se suffire à lui-même sans avoir ensuite à le reconduire sous forme d'oral. Le quiz, de mon point de vue, est plus ludique. Oui ? Merci beaucoup, Élodie. Donc, on a une petite question, c'est pour savoir où se procurer l'exposition. Donc, c'est en vous rapprochant de votre section départementale de la MGEN. Donc, n'hésitez pas à les contacter directement ou à vous rapprocher de vos correspondants de l'ESPER. Et donc, merci beaucoup, Élodie. On va passer la parole à Catherine Legros et Anne Lecomte du lycée Vauvert pour leur témoignage. Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, Madame Legros, je suis enseignante en économie-gestion au lycée Vauvert à Bourges, et avec ma collègue Anne Lecomte, qui est également enseignante en économie-gestion dans le même établissement, on a décidé de s'engager effectivement vers une démarche d'ESS. Donc, on a mobilisé principalement, mais pas uniquement, 2 principales sections de notre établissement scolaire, un bac pro métier de la sécurité et un bac pro accueil relations clients usagers. Des sections qui habituellement ne se côtoient pas forcément et ne travaillent pas forcément ensemble. Ça a été déjà le premier défi. Pour pouvoir effectivement introduire notre démarche, on a commencé effectivement par faire intervenir M. Reblé du CRES pour pouvoir présenter la démarche d'ESS, de pouvoir permettre aux élèves de réfléchir et de s'acheminer effectivement vers une démarche de projet. Donc, il aura présenté effectivement ce qu'était l'ESS dans sa généralité. Et ensuite, on s'est dit qu'effectivement, il va falloir passer à l'action et commencer à mettre en œuvre différentes choses. Et la première action pour sensibiliser nos jeunes au concept de citoyenneté vers lequel effectivement on veut les amener, ça a été effectivement de faire un ramassage de déchets par rapport à un projet qui est mis en place généralement par l'établissement Leclerc pour pouvoir ramasser les déchets qui sont autour du lycée. Donc, on a passé 4 à 5 heures sous la pluie, effectivement, à pouvoir ramasser les déchets et pouvoir leur faire comprendre, effectivement, qu'il serait peut-être temps de modifier certains de leurs comportements. Ensuite, voilà, déploiement de M. Reblé qui est intervenu. Voilà, nettoyons la nature où effectivement on a mis en place ce ramassage. Donc, on essaie toujours de valoriser les élèves et ce qui est important dans toute démarche, qu'elle soit
modestes ou moins modestes, effectivement de faire relayer nos activités, nos actions par la presse, parce que les élèves de lycée professionnel ont souvent besoin effectivement de reconnaissance, ce qu'ils n'ont pas forcément quand ils ont décidé ou quand on les envoie plus brutalement effectivement dans ces sections professionnelles. Donc on a quand même ramassé en après-midi 50 kg de déchets que effectivement autour de notre établissement scolaire. Donc on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Ensuite, effectivement, on a travaillé un petit peu différemment et sur d'autres axes. Et là, je vais pouvoir laisser la parole à ma collègue, Madame Lecomte, qui va expliquer comment s'est organisée ensuite toutes nos démarches avec les Restaurants du Cœur. Bonjour à tous. Donc, Anne Lecomte, enseignante avec Catherine en lycée pro, en éco-gestion, en métier de la sécurité. Le deuxième axe des actions qu'on a pu mener cette année s'est porté sur un partenariat qu'on a mis en place avec les Restaurants du Cœur, qu'on a fait intervenir en début d'année, donc à la suite de l'intervention de Monsieur Reblé, pour présenter l'association, un petit peu à quoi elle servait, et puis quelques actions qu'ils pouvaient mener tout au long de l'année. Je crois qu'il y a une diapo sur ce... Voilà. Donc, suite à cette présentation, on a été faire une visite sur site. Bon, j'ai pas d'image de ça. Les élèves ont pu se rendre compte par eux-mêmes du fonctionnement en temps réel de l'association, puisqu'elle était ouverte à ce moment-là. Et les Restos du Cœur sont intervenus une deuxième fois dans l'établissement, puisqu'on a monté comme projet cette année de les faire participer au concert Samanfoire. Diapo suivante, normalement. Donc, les classes qui étaient visées étaient les secondes de métier de la relation client. On avait des premières en accueil et des terminales qui ont encadré ces élèves de seconde. Des secondes MS qui ont participé à l'accueil filtrage et au rond d'incendie, donc ont pu mettre en avant leurs compétences professionnelles. Et des élèves de première qui ont géré un petit peu l'encadrement des élèves sur cette action. Ça, c'était la première action qui s'est déroulée au mois de novembre. On a ensuite fait l'opération paquet cadeau que vous pouvez voir là sur la diapo. Donc là, les élèves venaient sur la base du volontariat, sur des sites, ici c'était Leclerc qui a participé à l'action, où les bénéfices revenaient à l'association. On les voit en activité. La dernière étape du projet avec les Restaurants du Cœur a porté sur la collecte nationale alimentaire. Donc, on s'est greffé sur l'organisation nationale de la collecte et en même temps, on a préparé à l'organisation d'une collecte au sein du lycée, ce qu'on avait déjà fait l'année dernière. En raison du Covid, cette année, on n'a pas pu aller au bout de cette action. Le bilan de l'année dernière, c'était quand même 600 kg de nourriture collectée, ce qui était quand même plutôt bien. On avait travaillé sur 2 sites avec des classes de seconde uniquement. Je crois que sur la diapo suivante, on a un article à ce sujet ou des photos. Voilà. Donc ça, c'était l'année dernière avec nos élèves d'accueil. Le bilan de l'année, on a voulu cette année organiser une exposition avec le partenariat de la MGEN. Donc, autour de cette collecte nationale, les élèves ont travaillé sur des flyers, sur les flyers pour la collecte au sein du lycée. Ils ont travaillé sur les invitations à faire pour les parents d'élèves, pour les officiels. Donc, vous pouvez les voir à l'écran. Malheureusement, on n'a pas pu donc faire cette expo. Par contre, on avait eu le temps de la préparer. Donc, elle est visible sur le site de la MGEN à Bourges. On a travaillé en partenariat avec l'enseignant d'art plastique sur cette partie-là et nous sur les compétences rédactionnelles et tout ce qui était communication avec nos élèves. Et on avait aussi une AED qui avait une formation dans l'art qui a proposé de nous aider
au moins pour tout ce qui était présentation à la MGEN. Voilà pour les projets qu'on a fait avec les Restos du Cœur cette année. Je ne sais pas si Catherine, tu voulais ajouter quelque chose. Je vous remercie beaucoup, Anne et Catherine. J'ai une petite question pour vous de la part des participants. Est-ce que vous pourriez repréciser un petit peu dans quel cadre disciplinaire vous avez pu monter ces projets ou si c'était hors champ disciplinaire et quelle partie du programme vous avez pu traiter avec ce projet? Et enfin, s'il y a des partenaires, les partenaires extérieurs avec qui vous avez travaillé. On est forcément effectivement sur des champs disciplinaires et parce que effectivement quand on encadre un concert, ça fait partie des objectifs qu'on a fait quand on a un bac pro accueil. C'est également des objectifs qu'on doit faire et des compétences qu'on doit développer quand on est effectivement des métiers de la sécurité. Et toute la notion de développement durable, elle fait partie intégrante de nos programmes d'économie droit. Donc forcément, effectivement, on est déjà dans le domaine disciplinaire, mais on va au-delà de ça, puisqu'au-delà effectivement de la transposition de toutes les compétences qui sont à acquérir par les élèves, on veut vraiment développer chez eux l'engagement. Et on est assez content, effectivement, parce que le projet il a bien pris. On a des élèves qui s'engagent, qui essaient de s'engager effectivement un peu plus précisément dans des actions, dans des associations. Et on a quelque chose qui est en train de se créer, effectivement, par rapport à ça. Donc ça, c'est déjà effectivement un engagement et une réussite pour nous. En ce qui concerne effectivement les partenaires, il faut travailler avec les partenaires avec lesquels effectivement on travaille au niveau de l'ESS et la MGEN. Dès qu'on a commencé à leur parler de vouloir faire une exposition, ils ont été partants tout de suite. Ils ont même été partants pour faire le vernissage au sein de la MGEN. Enfin, il y a toute une dynamique et ce qu'on a envie effectivement de transmettre comme message, c'est même si on peut se sentir un peu frileux en disant voilà, ça va être une grande aventure, nous, le projet, on ne l'avait pas planifié à 100% effectivement en début d'année et c'est au fil du temps que les choses viennent se greffer au fur et à mesure. Donc, il faut se lancer. Et si le projet il est très, très ambitieux, c'est très, très bien. S'il est moins ambitieux, c'est très, très bien aussi. Parce qu'on aura réussi effectivement à fédérer des élèves ensemble, à les emmener ensemble vers quelque chose. Et c'est bien. Merci beaucoup. Merci pour vos témoignages. Je vais maintenant passer la parole à Émilie et Catherine Thor pour vous présenter un petit peu l'accompagnement qui est proposé sur ces projets. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je suis Catherine Ditkat-Eltor et je suis correspondante, enfin plus exactement co-correspondante pour l'ESPER Bretagne et donc avec Anne Rubin de la Maïf. Donc nous sommes toutes les deux les représentantes en Bretagne de toutes les associations de l'ESPER que Caroline vous a présentées. Alors, moi, je suis professeure des écoles et je suis déléguée MGEN dans le département du Morbihan. Alors, nous travaillons toutes les deux, Anne et moi, en étroite collaboration avec Émilie Beignet, que vous avez vu et entendu tout à l'heure, qui, elle, est donc chargée de mission éducation auprès de la CRES Bretagne. Voilà. Alors, accompagner un projet, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on peut dire que, comme il vient d'être dit par Catherine, c'est une aventure, mon ESS à l'école. Et notre processus d'accompagnement progresse, il évolue grâce à vous, les enseignants, il évolue grâce aux élèves aussi. Et nous avons établi donc on va dire un accompagnement, mais bon, qui est évidemment à géométrie variable selon vos désirs à vous. Alors, dans un premier temps, nous prenons contact, bien évidemment, avec les équipes pédagogiques ou le professeur qui va être intéressé. Alors, on se fonde souvent sur la fiche, vous savez, d'inscription Mon ESS à l'école que vous avez remplie ou que vous allez remplir, qui nous est communiquée donc par Caroline. Et là, on essaye de creuser un petit peu avec vous. Alors, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être en direct s'il se trouve que nous ne sommes pas très loin
de l'établissement où vous exercez et on s'interroge, quelle durée avez-vous prévue? Alors ça peut être de 3 mois tout simplement pour quelque chose de très bref, ou alors ça pourra s'échelonner sur un temps beaucoup plus long. Ça, on essaye de l'étalonner. Ensuite, on vous demandera quels sont les objectifs pour les élèves dans votre projet. Est-ce que c'est une sensibilisation à l'ESS? Est-ce que c'est plutôt transmettre des valeurs citoyennes? Est-ce que c'est vraiment une sorte de révolution dans l'apprentissage ou se mettre en méthodologie de projet? Ensuite, on essaye donc de créer avec vous donc un plan de bataille. D'abord, quand on a bien compris quels étaient vos besoins, ce que vous attendiez de votre projet, eh bien, dans un deuxième temps, on vous cherchera un référent expert dans votre région. Alors, on l'a dit, l'ESPER donc comprend 44 associations, coopératives, etc. Donc, forcément, dans votre région, il y aura une personne qui pourra vous aider dans votre projet. Par exemple, si vous souhaitez monter quelque chose, une coopérative scolaire, ou voilà, alors on vous mettra plutôt en contact avec le référent de l'OCCE. Si vous souhaitez travailler sur le lien avec les personnes en situation de handicap, eh bien, on vous trouvera le référent de l'APHJH. Si au contraire, vous voulez travailler pour créer une AMAP, pourquoi pas, eh bien là, on vous mettra en relation avec voilà, quelqu'un de l'ESPER qui a des accointances avec, par exemple, les entreprises d'insertion ou alors avec tout ce qui est développement durable et avec une partie agricole, entre guillemets. Alors, ensuite, il y a une première rencontre qui est organisée en fonction de vos disponibilités. Alors, évidemment, le mieux, c'est en présentiel, hein, parce que rien ne vaut le contact direct, hein, on l'a tous compris là. Et à partir de là, on devient plus précis dans nos questionnements pour être efficace auprès de vous. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on vous demande de quels outils auriez-vous besoin? Est-ce que vous souhaitez une intervention? Donc, par exemple, est-ce que, comme l'a exprimé Floriane dans le projet Colibri, est-ce qu'un membre de l'ESPER qui viendra vous expliquer ce que c'est que l'ESS en général, les grands principes, est-ce que ça vous intéresse? Auquel cas, on est bien sûr en mesure de le faire. Est-ce que vous ne souhaitez pas du tout ça, ou au contraire, vous souhaitez aller visiter une ou deux entreprises de l'ESS? Eh bien, on mettra tout ça donc noir sur blanc, et on va l'organiser dans l'année ou dans le temps que vous avez prévu de consacrer au projet. Et puis, dans un dernier temps, évidemment, c'est l'accompagnement. Ensuite, il faut qu'on trouve de quelle manière il sera le plus pratique pour vous, le moins chronophage. Alors, est-ce que vous préférez qu'on échange par mail? Est-ce qu'au contraire, des points téléphoniques? À quelle récurrence? Eh bien, ça, c'est vous qui nous le dites. On se cale ensemble. Et puis, au niveau de l'outillage, c'est pareil. Auriez-vous besoin d'un diaporama spécifique? Voulez-vous bénéficier d'une exposition sur l'ESS en général? Enfin, tous vos désirs seront, on essaiera évidemment avec les outils que l'on a et dont la boîte ne cesse de s'étoffer, on vous trouvera exactement ce qui correspond. Alors, comme l'a très bien exprimé donc Catherine dans le projet précédent, c'est une aventure et ça va être donc quelque chose peut-être qui va évoluer, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais il va aboutir grâce évidemment aux élèves, parce que c'est eux le moteur du projet, eh bien peut-être qu'il va aboutir à un point que vous n'aviez peut-être même pas encore imaginé. Voilà, je passe la parole à Émilie Beignet, donc, que je remercie et qui travaille vraiment, je le répète, en interaction avec nous deux, les correspondantes ESPER, et c'est très précieux et ça améliore grandement le fonctionnement et votre accompagnement. Oui, alors je ne vais pas avoir beaucoup de choses à ajouter, mais je rebondirai sur le dernier point que tu viens d'aborder là, Catherine. L'idée, c'est vraiment, dans le cadre des projets Mon ESS à l'école, que les enseignants se positionnent
en accompagnateur du projet. Et donc, nous, on est là vraiment pour finalement appuyer en premier lieu l'équipe éducative à définir les contours de leur projet et à ce qu'ils soient eux-mêmes en mesure d'appuyer les élèves à monter leur projet. C'est vraiment, nous, on est en appui à l'équipe éducative et ce sont les élèves qui vont donner la coloration au projet. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas un accompagnement ficelé dès le début. On va avancer ensemble sur l'accompagnement et les besoins au fil de l'eau au cours de l'année. Voilà. Et puis la deuxième précision que je voulais apporter, c'est sur la mobilisation des acteurs locaux. Catherine disait, l'idée c'est d'identifier au niveau local un référent. Voilà, ça peut être un membre de l'ESPER, un partenaire local des CRES, des chambres régionales de l'ESS. L'idée, c'est vraiment de s'adapter en fonction de la nature du projet que vous allez choisir, d'avoir un professionnel qui puisse donner un éclairage, un regard aux élèves sur leur projet avec un point de vue professionnel. Et pour finir, simplement repréciser que les projets peuvent être soit annuels, pluriannuels, on en a vu quelques-uns qui étaient de cet ordre-là. Maintenant, on a aussi accompagné des projets qui sont assez bénéfiques aussi pour les élèves sur des durées plus courtes. Ça peut être 3 mois, 4 mois. Voilà. On peut s'adapter aussi là-dessus. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Émilie. Alors, on a une petite question. Est-ce que c'est possible de mener un projet dans le secteur alimentaire en respectant les mesures d'hygiène, par exemple? Donc, qu'est-ce que vous avez pu observer, voir ou accompagner comme projet par rapport à ça? Alors, pour ma part, je n'ai pas accompagné de projet de ce type-là, donc je ne me suis pas confrontée à ces difficultés. Voilà, je ne sais pas si dans d'autres régions il y en a eu, Caroline, parce que j'avoue que je sèche. Je peux apporter des compléments de réponse sur cette question. Bonjour à tous. Moi, je travaille à la CRES Île-de-France, donc je m'appelle Roxane Deschamps. Et du coup, nous, on a eu un projet qui était naissant cette année dans un lycée, où en gros, ils voulaient récupérer la cafétéria du lycée, les élèves, pour faire du coup des plats, notamment en cuisine bio et équilibrés. Et du coup, ils ont réussi à créer un partenariat avec la cuisine du lycée, donc c'est-à-dire une cuisine qui est aux normes HACCP, pour pouvoir justement respecter toutes ces normes d'hygiène dans la vente, la préparation et après la revente du coup des plats qu'ils auraient confectionnés. Donc oui, il faut respecter absolument les conditions d'hygiène, hein, c'est le mieux. Donc il y a deux possibilités que moi je perçois, soit avoir l'accord de la direction de l'établissement et des cuisines pour avoir un prêt de ces cuisines pour préparer les choses, soit discuter dans vos communes avec, des fois il y a des cuisines municipales dans vos communes qui respectent aussi ces normes-là et vous pouvez créer des partenariats de ce type, donc en discutant en premier lieu avec la mairie et en second lieu avec du coup les cuisiniers de la cuisine municipale. Mais ça reste un point très important de respecter les normes HACCP parce que vous pouvez très rapidement vous faire épingler sur ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup, Roxane, pour l'élément de précision. Merci, Catherine. Merci, Émilie. Et donc, je vais passer la parole à Sylvie de Genève pour qu'elle nous présente son projet au lycée Lapicque. Bonjour. Donc, je suis Sylvie de Genève, enseignante au lycée Lapicque à Épinal. Donc, cette année, il a été mis en place le BTS économie sociale et familiale. Donc, nous étions une équipe toute nouvelle pour la mise en place de ce BTS. Et donc, on a dû réfléchir ensemble dès la rentrée scolaire à qu'est-ce qu'on allait mettre en place dans le cadre du BTS, bien prendre en compte le référentiel, etc. Et nous avons une enseignante d'éco-droit, d'économie, oui, gestion économique, qui nous a dit, écoutez, j'ai vu, en cherchant un petit peu des idées, quelque chose sur mon ESS à l'école.
Donc, voilà, on a tous découvert, en fait, ensemble, toute l'équipe, on a découvert un petit peu mon ESS à l'école. On a regardé par rapport au référentiel du BTS économie sociale et familiale, ça rentrait vraiment très bien. On pouvait vraiment rentrer dans ce projet, mon ESS. Donc, il s'agissait de pouvoir voir si nos étudiantes, parce qu'on avait une 18 jeunes filles dans le BTS, dans ce nouveau BTS, si les étudiantes allaient vouloir intégrer ce projet ou pas. Enfin, donc, on a commencé à regarder un petit peu le livret pédagogique qui est vraiment super, parce que vraiment, ça nous a aidés. Dès le début de l'aventure, j'ai bien aimé le mot de Madame Catherine Thor là, qui a parlé d'aventure, puisque pour nous, ce fut vraiment une aventure. On a découvert en fait en même temps que les étudiantes, hein, part à part, on a découvert. Et donc on a découvert ce livret pédagogique qui nous a aidés dès les premiers jours où nous avons commencé à faire des sorties. On avait décidé de faire une sortie un peu d'intégration. Je ne sais pas si on peut mettre le diapo. En fait, il y a un diaporama qui a été fait dernièrement avant le Covid. Et donc, d'ailleurs, pour faire ce diaporama, les étudiantes se sont aidées du livret pédagogique où il y avait toute l'initiative à prendre pour parler un petit peu, faire un petit bilan de leur projet. Même si on n'est pas arrivé vraiment au bout, on pourra le poursuivre en fait en deuxième année. Donc, au niveau de la genèse du projet, donc nous, on avait décidé d'aller avec elle faire une sortie au jardin de Bernadette dans le coin du lycée. On avait pris des voitures, etc. On était partis ensemble avec les élèves où on a pu découvrir un jardin bio qui aussi fonctionne en coopérative. Et elles ont vu un petit peu les produits. Alors, le jour-là, pas de chance, on a fait la sortie sous la pluie. Mais bon, voilà, c'était quand même très sympa. Et puis, on s'est retrouvés toutes dans un chalet, toute l'équipe, hein, on était tous les enseignants, le prof de physique, le prof de droit, communication, projet, tout le monde était là. On s'est retrouvés dans ce chalet où on a fait un petit feu et où on s'est servi du livret pour faire quelques jeux avec les élèves. Et il y a 2 projets qui étaient ressortis. Un projet de pouvoir récolter de tout ce qui est serviettes périodiques, tampons, etc. pour les personnes en difficulté ou encore faire des produits bio, savon, boule de bain, etc. Enfin voilà. Donc il y avait 2 projets. En fait, elles ont fusionné ces 2 projets en se disant, parce que les élèves ne se connaissaient pas trop au début de l'année, donc chaque petit groupe voulait garder son projet. Et donc, les projets ont fusionné, elles se sont dit, elles vont faire des produits bio et les vendre et les bénéfices pourraient aller pour donner pour des personnes en difficulté, pour des produits d'hygiène pour des personnes en difficulté. Donc, vraiment, on était très contents de cette première phase d'entrée dans le projet. Les élèves ont adhéré petit à petit. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est l'intervention de Madame Leduc et de Monsieur Demoulin, c'est-à-dire que quand l'enseignante en éco a commencé à contacter mon ESS à l'école, on a tout de suite eu un coup de... au départ, elle avait envoyé un mail, je ne sais pas si c'est Madame Ferguson ou Madame Leduc, quelqu'un ils l'ont rappelé rapidement, donc on a été rapidement en relation avec les personnes qui nous ont beaucoup aidés, posé des questions, comme il a été dit tout à l'heure, on nous a posé des questions, on nous a demandé, donc du coup, ça nous permettait aussi de pouvoir nous mettre en phase, parce que voilà. Et donc, le projet s'est mis tout doucement en route. Madame Leduc est venue régulièrement pour venir nous aider. Monsieur Demoulin de l'OCCE est venu aussi, donc lui, pour nous montrer comment mettre en place un conseil, qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose de participatif, que chaque personne avait son mot à dire, que voilà, il n'y avait pas un chef etc. Donc ça a été très, très enrichissant et ça a donné vraiment le déclic pour ce projet. C'est-à-dire que vraiment, le fait que ce soit des personnes extérieures qui viennent et qui animent quelque chose, donc pour nous, ça a été hyper riche et ça a vraiment permis d'enclencher vraiment très, très bien le projet.
on s'est senti toujours soutenu, suivi. On nous a demandé aussi de temps en temps de faire un petit article pour passer, voilà, pour donner un petit peu où en était notre projet. Donc, la prof de communication a pu vraiment travailler avec les élèves, enfin avec les étudiantes. Les étudiantes ont fait un logo. Elles ont fait une enquête au niveau du lycée pour savoir si les élèves du lycée étaient intéressés pour faire eux-mêmes apprendre à faire des produits bio. Donc voilà, la mise en place d'une enquête, les résultats, elles sont passées dans les classes en petits groupes pour expliquer leur projet. Et ensuite, elles ont commencé, donc elles ont acheté les produits, on s'est rattaché à une association d'un autre BTS qui était dans le lycée. Elles ont commencé donc à acheter des matières premières, à fabriquer les premiers produits, à faire des prototypes, voir ce qui fonctionnait, ne fonctionnait pas. Avec le produit physique, ça marchait très bien. Et ensuite, elles ont commencé à faire leurs produits et on a dans le référentiel aussi, il faut faire de l'animation, formation. Donc, elles ont proposé de former des élèves et des enseignants qui voulaient à faire leurs propres produits. Donc, elles ont animé des ateliers où elles ont reçu à peu près 6 à 8 personnes à chaque atelier. Et elles ont aidé les personnes à faire eux-mêmes leurs boules de bain, leurs savons. Voilà, vous voyez les petits savons qu'elles ont fait, les boules de bain, des gommages, etc., etc. Donc, elles ont vraiment beaucoup travaillé à ce niveau-là. Et puis, au final, on avait décidé d'organiser une vente lors de la porte ouverte du lycée, où Madame Le Duc est encore venue nous voir d'ailleurs. Donc, à la porte ouverte, voilà, vous aviez toutes les affaires là, on les a bien vendues à la journée porte ouverte. C'était bien parce qu'il y avait des nouveaux étudiants qui voulaient entrer dans ce BTS ESF, donc ils ont vu un peu la dynamique de ce projet. Enfin, vraiment, pour nous, c'était vraiment très, très bien, franchement, super positif. Et puis ensuite, donc, on devait, dans le cadre de la semaine de mon ESS à l'école, continuer à vendre nos produits. Malheureusement, voilà, on a été comme beaucoup stoppé dans notre élan, mais on poursuivra au mois de septembre. Mais en fait, bon, les étudiantes ont été hyper dynamisées en fait par ce projet et aussi par, je le répète, par le soutien extérieur qu'on a pu avoir. Qui nous a aussi, nous, obligés de toujours avancer pas à pas, de faire des retours. Pour le bilan aussi, là, dernièrement, avec elle, j'ai fait en réunion Zoom, comme là, on a fait un petit bilan par rapport au projet, même si on n'est pas à la fin. Mais je me suis servi aussi de tout ce qui était dans le livret pédagogique pour pouvoir faire ce bilan. Il y a des petites vidéos, enfin, il y a vraiment, les outils sont vraiment là. Et donc ça, c'est vraiment, ça nous simplifie la vie parce que les outils sont là. Nous, en tant qu'enseignants, on accompagne, on est vraiment là en tant qu'accompagnateur, mais c'est vraiment les élèves qui ont été, par les étudiantes qui ont été vraiment pilotes. Enfin, je veux dire, elles ont vraiment pris les choses en main. Et puis, on faisait des conseils régulièrement. Des fois, avant un cours, régulièrement, on faisait un conseil. Donc, il y avait un président de conseil, etc. Où on en est, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, avec une secrétaire qui reprenait les éléments, où on en est par rapport à le petit planning qu'on a fait, où on peut aller. Donc, il y a eu des doutes, il y a eu des moments de doute. Elles se sont demandé, est-ce que le projet va plaire? Est-ce que les lycéens vont venir s'inscrire? Est-ce que les gens vont venir, vont participer? Est-ce que les gens vont acheter nos produits? Il y a eu des moments de doute, mais franchement, au fur et à mesure du temps, nous, ça nous a beaucoup plu. Et ça a donné une grande dynamique à notre BTS qui commençait cette année. Donc, vraiment, on était enchantés d'avoir participé à mon ESS à l'école. Alors, je ne sais pas si j'ai dit tout, s'il fallait que j'en dise un petit peu plus, mais toujours est-il que, moi, je recommande. Je le recommande parce qu'il fallait mettre en place le BTS et ça a soudé l'équipe en fait. Le fait que se lance tous ensemble, ça a soudé l'équipe. Dans leur formation, il y a tout ce qui est développement durable. C'est des jeunes filles qui risquent de faire conseiller, qui risquent de partir vers un DE CESF.
le fait que ces jeunes filles connaissent un peu mon ESS à l'école et en fait toute cette démarche d'économie sociale et solidaire, ben, c'est pour leur vie future professionnelle et ben, c'est super. Hein. Enfin, je veux dire, ça rentre complètement dans la vision de ce BTS, quoi. Donc, et en plus, ça a permis qu'elles soient dynamiques, qu'elles fassent connaître leur BTS au niveau du lycée, comme c'était un nouveau BTS et qu'elles sont intervenues dans toutes les classes du lycée pour proposer aux jeunes de faire des ateliers. Donc, ça a permis de se faire connaître au sein du lycée et ça a donné vraiment une grande dynamique. Voilà. Merci beaucoup Sylvie, merci pour ce témoignage, merci pour cette présentation. Donc, je vais prendre le temps de répondre à 2 questions qui nous ont été posées assez régulièrement pendant le webinaire. Donc, on nous a demandé si les projets devaient être avec plusieurs classes différentes ou si on peut mener un projet avec une seule classe. Et donc, les projets peuvent être réalisés soit avec une classe, avec certains élèves d'une classe ou avec plusieurs classes. Vous avez différents cadres et on adapte l'accompagnement à la situation ou la proposition que vous souhaitez faire. Ensuite, on a également une question sur les excédents réalisés par les projets et s'ils doivent obligatoirement être reversés à une association. Donc, la réponse, c'est non. Les élèves doivent collectivement choisir de ce qu'ils vont faire des excédents et peuvent, dans certains cas, choisir de reverser les excédents pour l'année prochaine, pour le groupe d'élèves qui reprendra le projet et qui se l'appropriera et le fera vivre l'année suivante. Mais la répartition des excédents doit être extérieure au groupe des élèves. Ils ne peuvent pas se répartir les excédents entre eux, sinon on ne répond pas au principe de lucrativité limitée, mais ils peuvent choisir de le laisser au sein de l'association pour un futur projet. Comme ça a été évoqué par plusieurs participants, j'en profite pour vous informer que la semaine de l'ESS à l'école 2020 aura lieu en novembre. Donc, dans le cadre du mois de l'ESS, vous avez un temps spécial dédié la 4e édition, donc du 9 au 14 novembre, partout en France. Et vous avez la possibilité, à cette occasion-là, de lancer des projets Mon ESS à l'école, par exemple, ou alors d'organiser une intervention spéciale d'un acteur de l'ESS, d'organiser une visite. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de la semaine de l'ESS à l'école pour vous inscrire et on vous accompagnera dans la réalisation de l'action. Enfin, ça a également été évoqué par plusieurs enseignants. Il y a un site internet qui s'appelle Ressources ESS et donc c'est ici que vous retrouvez tous les outils qui vous ont été présentés aujourd'hui, le livret pédagogique et tout un tas d'outils qui vous permettent en tant qu'enseignant de mener des projets ou alors de parler d'économie sociale et solidaire à vos élèves. Je vais maintenant conclure en remerciant tous les intervenants, tous les participants. C'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui et j'espère qu'on a pu répondre à vos premières questions et vous donner des éléments clés pour lancer un projet Mon ESS à l'école. Notre ambition à tous, c'est de donner les outils aux élèves pour construire la société qu'ils souhaitent, pour se construire en tant que citoyens aujourd'hui et pour leur permettre d'avoir un choix éclairé dans leur orientation de demain. Le diaporama qui a été présenté aujourd'hui sera disponible sur le site monesssalécole.fr ainsi que le webinaire enregistré et donc vous aurez la possibilité de récupérer tous les outils, toutes les informations qui ont été diffusées aujourd'hui et d'en parler autour de vous. Je vous remercie chaleureusement à tous. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin d'année scolaire et surtout plein de projets pour l'année prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir.